Parlons de la méta des airdrops. Je pense que c'est important de faire un petit débrief, de voir là où on en est au niveau de la chasse aux airdrops, et surtout de répondre à quelques questions et inquiétudes que j'ai pu voir et qui reviennent de plus en plus souvent. Le premier point, c'est qu'il n'y a rien d'intéressant qui est tombé maintenant depuis 3-4 mois. Le dernier que j'avais présenté sur la chaîne et qui était assez intéressant, c'était celui, et maintenant effectivement, ça va bientôt faire 4 mois qu'il est tombé. Depuis, il n'y a pas eu grand chose de bien juteux à se mettre sous la dent, on commence juste à avoir quelques informations sur celle qui pourrait peut-être donner quelque chose. Pour le coup, c'est un airdrop que je n'ai pas suivi, donc bien joué à toi si tu l'as fait de ton côté. Hormis ça, la tendance est plutôt claire, en ce moment il se passe pas grand chose et on n'a pas beaucoup d'airdrops qui tombent. Alors pourquoi ça? Déjà, le premier point qui me paraît déjà très intéressant de rappeler, c'est qu'on est en été. Au moment là où je fais la vidéo, on est d'ailleurs tout juste début août, et dans le monde des cryptos et même plus en général dans le monde de l'entreprise, eh bien c'est des mois là où il se passe pas grand chose. Les gens sont en vacances, il y a moins d'activité dans tout ce qui est finance, etc. Et donc l'industrie est au ralenti. Et ça c'est un fait, à juste à prendre la charte du Bitcoin sur CoinGecko et à regarder les périodes pendant lesquelles il y a le moins de volume. La majorité du temps, ça va tomber en été. Ça inclut du coup en général le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août. De mon côté, c'est également quelque chose que j'observe, alors pas directement sur les vues des vidéos récentes, mais plus sur les vues des vidéos anciennes, là où il y a beaucoup moins de recherches qui sont réalisées dessus. Du coup, mets-toi à la place d'un projet qui veut lancer un token. Ton lancement, tu veux qu'il attire du monde et qu'il y ait pas mal de personnes qui soient intéressées et qui viennent trader ton token. Alors évidemment, tu vas pas faire ton lancement dans les mois creux de l'été, ça serait pas logique. De la même façon que si t'étais une enseigne de jouets et que t'avais un nouveau jouet trop bien à vendre, tu ferais pas de communication pour l'été, mais par contre aux alentours de novembre-décembre pour Noël, là tu mettrais le paquet. Du coup, de mon côté, je pense que c'est juste pas la bonne période pour lancer quoi que ce soit. Et c'est donc pour ça qu'on voit si peu de lancements en été. Faut savoir que sur les plus gros airdrops qui ont été distribués, il y en a aucun qui a été distribué pendant ces 3 mois là. Donc non, ça ne me choque pas plus que ça qu'il n'y ait pas grand chose qui tombe en ce moment. C'est même plutôt normal d'ailleurs. Maintenant à la fameuse question, est-ce que ça vaut encore le coup de farmer certains airdrops, notamment Layer 0, parce qu'évidemment on s'en doute, on est plus proche de la fin que du début. Bien là encore une fois, j'ai pas vraiment de réponse à te donner, tout simplement parce que je n'ai pas cette information et que personne ne l'a, hormis l'équipe derrière Layer 0, si tant est qu'ils l'ont déjà défini. Parce que je te garantis que quand l'équipe est en train de lancer son projet, elle est pas du tout en train de se dire qu'à tel moment précis, à telle transaction précise, à ce numéro-là, il y aura une snapshot à coup sûr. C'est plutôt quelque chose qui se définit a posteriori. Et si tu vas aller plus loin, tu peux t'amuser à faire tes recherches pour Arbitrum ou pour Optimism. Il n'y avait absolument aucun signe, c'était pas un chiffre spécifique à une date spécifique, c'était plus ou moins aléatoire. Du coup, comme je te le disais, pour Layer 0, on est plus proche de la fin que du début. Ça, c'est clair, ça c'est une certitude. Mais maintenant, on n'a aucun moyen de savoir quand la snapshot sera prise. Ce qu'il faut savoir cependant, et ce que j'utilise très souvent comme métrique, c'est la partie regret. Alors tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais a posteriori, quand tu reçois ton premier airdrop, ça fera sens. En général, tu ne regrettes pas d'avoir trop farmé un airdrop, mais tu regrettes plutôt de ne pas l'avoir farmé assez. De ne pas être arrivé assez tôt, de ne pas avoir fait assez de volume, de ne pas être allé sur assez de blockchain. Donc de mon côté, c'est quelque chose qui est plutôt clair, c'est quelque chose que je vais continuer de farmer tant qu'on n'a pas l'annonce officielle. Donc ça c'est ma position sur ce sujet. Ensuite j'ai également vu plusieurs fois sur le Discord la question de ZK-Sync, si c'était trop tard, et là par contre là la réponse elle est plutôt unanime, pour ZK-Sync Kera, t'es loin d'être trop tard. Le mainnet est environ 4 ou 5 mois, et pour te donner un ordre d'idée, on s'attend à un airdrop mi-2024. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un des cofondateurs qui a leaké l'information lors d'une interview. Alors évidemment il l'a pas dit comme ça, ce serait trop évident, mais il a fait savoir qu'à terme, environ 1 an après le lancement, il y aurait toute une partie décentralisation. Et en général ça fait référence à des tokens. La façon la plus simple de décentraliser étant évidemment de distribuer ces 10 tokens. Donc non, pour ZK-Sync Kera, ça ne me paraît absolument pas trop tard. Maintenant que j'ai répondu à ces deux questions qui revenaient assez souvent, on va pouvoir attaquer le dur du sujet, la méta des airdrops. Déjà, première chose, on observe qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent aux airdrops. C'est assez difficile à quantifier parce qu'on n'a aucune idée de si un wallet s'intéresse à un airdrop ou pas. Cependant, on peut comparer le nombre de wallets qui a déjà interagi avec une certaine blockchain, notamment au niveau des blockchains qui sont quasiment sûrs de faire des airdrops. Pour Arbitrum, au moment de la snapshot, il y avait environ 2,2 millions de wallets qui étaient créés. Ça veut dire qu'il y avait fait une transaction ou plus sur le réseau. Et ça, c'était sur une période d'1 an et demi, 2 ans. Maintenant, si on va comparer à quelque chose de plus récent, on peut le comparer à ZK-Sync Kera. Et sur ZK-Sync Kera, on est à 4 ou 5 mois de mainnet. Mais par contre, au niveau des wallets, on est déjà à 3,6, 3,7 millions. Donc oui, la concurrence est largement supérieure. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser là derrière, c'est combien de ces utilisateurs sont de vrais utilisateurs. Et pas juste des bots ou pas juste des personnes qui ont créé 5 wallets, 10 wallets, 20 wallets et qui ont simplement fait une ou deux transactions sur le réseau. Et là, c'est déjà beaucoup plus difficile de répondre. Jusqu'à présent, on a observé une certaine tendance à l'augmentation des critères sur les airdrops. Il suffit de regarder les conditions pour Optimism et Arbitrum. Là où il y a 1 an sur Optimism, on te demandait seulement quelques transactions et pour être un utilisateur régulier, il fallait avoir fait des transactions sur 4 semaines différentes. Sur Arbitrum, le critère maximal était à 9 mois, c'est-à-dire avoir fait au minimum une transaction pendant 9 mois différents, ce qui est un filtre déjà plus important. On peut également noter les chiffres au niveau du volume ou encore du nombre de transactions qui étaient assez importants. Et je ne pense pas que
ce soit la fin de l'augmentation de la difficulté. Même si maintenant on commence à voir d'autres stratégies qui sont mises en place pour essayer d'éliminer les adresses qui ne méritent pas finalement les airdrops. Alors quand je dis qu'ils ne méritent pas, ce sont les personnes qui sont juste là pour faire une transaction sur le réseau et le marquer, c'est tout. Ou alors les personnes qui utilisent des bots pour farmer à grande échelle. On arrive du coup à une méta qui essaye de vérifier que l'utilisateur est bien un utilisateur. Et non plus uniquement au niveau de son activité on-chain, c'est-à-dire est-ce que l'utilisateur est là depuis un minimum de temps? Est-ce que ses transactions sont logiques? Par exemple, est-ce qu'il ne fait pas des swaps un sens, l'autre sens, un sens, l'autre sens, sans aucun intérêt? Ou alors même, est-ce que différents wallets avec la même activité ne sont pas reliés entre eux? À passer à quelque chose qui s'appelle le Proof of Humanity, qui revient à l'utilisateur de prouver son humanité, ce qui devient quand même plutôt dystopique. T'imagines quand même que t'es obligé de prouver que t'es un humain et pas une IA ou pas un robot. À ce niveau-là, le champion, c'est le Gitcoin Passport. Pour te donner une idée de ce que c'est tout simplement un système de quête qui te récompense avec des points. Il y a un scoring de 0 à 100 et il te faut un minimum de 15 à 20 points pour prouver que tu es une véritable personne. Pour obtenir des points, il y a des quêtes plus ou moins faciles. Les plus simples, ce sont celles avec des réseaux sociaux, là où tu dois connecter plein de tes réseaux sociaux pour prouver que tu as effectivement ces comptes. Ensuite, pour le reste, c'est des donations à Gitcoin ou encore de l'activité on-chain. À prendre en compte que le facteur limitant là derrière pour les bots, ça va être la sécurité qui est mise en place directement sur les différents réseaux sociaux. Je sais pas si tu t'es déjà amusé à avoir différents comptes Twitter, mais si l'activité n'est pas dite normale sur l'un de tes comptes, par exemple que tu vas mettre trop de likes à la minute, que tu vas t'abonner à trop de comptes, ou même que tu fasses trop de tweets en même temps, eh bien tes comptes peuvent être bannis très rapidement. Ça permet du coup en partie de délocaliser la vérification directement au niveau des différents réseaux sociaux. À savoir que de ce côté-là, c'est GitHub qui est le pire et qui a vraiment un détecteur très poussé. Donc si tu fais quelque chose qui semble un petit peu borderline sur un nouveau compte, ne t'inquiète pas qu'il va se faire ban en quelques minutes. Alors ce genre de solution, ça existe déjà depuis un moment, mais c'est pas encore massivement utilisé. La première grosse utilisation, ça a été pour Linea, et ça a permis en grande partie de filtrer les vrais utilisateurs. On est passé de 6 millions de wallets avec au minimum un point sur Galaxy, environ 400 000 wallets qui étaient vraiment investis et qui avaient réalisé ce Proof of Humanity. Je pense que c'est quelque chose qui va être utilisé de plus en plus dans le futur et je serais pas étonné si ZK Sync met ça en place, sachant qu'ils ont vraiment axé leur discours sur la partie communauté, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à faire si t'as le temps. Du coup, je pense qu'il y a plusieurs scénarios possibles à ce niveau-là. Le premier, c'est que certains des prochains airdrops soient vraiment juteux grâce à ça. Tout simplement car ça va évincer toutes les personnes qui font du multi-compte en masse, et comme tu le sais très bien, l'airdrop c'est tout simplement la somme totale distribuée divisée par le nombre d'utilisateurs. Donc moins il y a d'utilisateurs éligibles, plus ceux qui participent vont gagner. Donc dans ce scénario-là, ce serait possible que ce soit notre avantage. Maintenant, c'est également possible qu'on se dirige dans une direction là où ces contrôles-là ne soient pas suffisants et là où ils sont également capables d'être passés par des bots. En tout cas, je pense que dans un premier temps, il va y avoir pas mal de galères au niveau des bots. Et ensuite, je voulais également dire à certaines personnes qui se sentent obligées de faire exactement tout ce que je publie sur la chaîne, c'est pas du tout l'objectif. En fonction de ton budget, en fonction de ton temps, c'est normal que tu n'arrives pas à tout faire. Parce qu'il faut également garder en tête que je le fais d'un côté pour l'airdrop, mais d'un autre côté également parce que je crée du contenu. Et du coup, ça me permet de temps en temps d'avoir des vidéos qui sont assez faciles à réaliser, qui demandent pas trop de réflexion et d'avoir du contenu qui va quand même intéresser du monde. Donc en fonction de ton budget et en fonction de ton temps, je t'invite justement à choisir et à ne pas faire tous les airdrops disponibles que tu vois sur Twitter, que tu vois sur ma chaîne, que tu vois sur toutes les chaînes disponibles possibles, tout simplement car la majorité n'en vaut pas le coup, notamment les petits au niveau des échanges décentralisés qui eux sont vraiment ridicules. Du coup, prends bien le temps de réfléchir avant de t'engager dans un airdrop et de réfléchir combien ça va te coûter et en temps et en argent. Et à bien garder en tête que c'est sur le long terme que ça se joue comme un marathon et que les interactions peuvent durer sur un an, voire un an et demi, voire 2 ans. C'était le cas par exemple pour Arbitrum. Et si tu veux un petit tips, quand quelqu'un te dit que tu vas gagner masse thune en participant à quelque chose, en général c'est le moment de fuir. Et je voulais également revenir sur certains projets qui abusent clairement de la crédulité des utilisateurs, notamment en mettant le terme airdrop à toutes les sauces et en demandant une quantité folle d'interactions, notamment des tweets, des retweets, etc. pour mettre en avant le projet. Si tu veux, le plus gros détecteur, c'est à partir du moment là où un projet va te dire qu'il va réaliser un airdrop. En général, c'est très mauvais signe parce que ça attire le genre de personne qui va effectivement le farmer. La règle générale, c'est que moins l'airdrop est accessible, plus il est intéressant. Si un projet te dit qu'il va faire un airdrop, que toutes les tâches pour participer sont gratuites, tu peux être sûr qu'il va y avoir une quantité folle de personnes qui va s'amasser devant et que l'airdrop ne vaudra absolument rien. Du coup, méfie-toi vraiment de ce que tu vois sur Twitter, notamment quand les projets eux-mêmes mettent en avant le fait qu'ils vont faire un airdrop. J'ai pas vu un projet qui a utilisé ce genre de stratégie et qui a pas déçu les utilisateurs. Et pour te dire, j'ai 3 exemples en tête. Il y a Vela, il y a Grain ou encore SuiSwap récemment. Ce sont 3 airdrops pour lesquels les utilisateurs ont vraiment pas reçu grand chose. Et le point commun, c'est qu'à chaque fois, ils avaient annoncé à l'avance qu'il y aurait un airdrop. Et on peut également faire le rapprochement avec le fait qu'ils n'ont pas reçu d'argent en funding et qu'il n'y a pas vraiment d'investissement de la part de VC dans ces projets. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur la méta des airdrops en ce moment. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.